Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Radio Prague International consacré aux thèmes culturels et sociaux en République tchèque. La guerre en Ukraine qui fait rage à quelques centaines de kilomètres à peine de la frontière tchèque a des répercussions dans des domaines auxquels on ne penserait pas nécessairement. Un projet de datation des églises en bois traditionnelles de l'ouest de l'Ukraine a certes été perturbé par le conflit, mais s'avère d'autant plus important à poursuivre alors que le riche patrimoine ukrainien est menacé. Direction ensuite la Bohême du Nord, une région riche pour sa tradition séculaire de verrerie. C'est là, dans une petite commune nichée au pied des monts de Lusace, que se trouve une église pas comme les autres, riche de nombreux objets en cristal. Mais avant tout cela, on évoquera une campagne lancée par les associations de victimes de violences sexuelles pour redéfinir le viol dans la législation tchèque. Bonne écoute de ce podcast. Une campagne intitulée Chce to souhlas, il faut un consentement, s'efforce depuis plus d'un an de redéfinir ce qu'est le viol dans la législation tchèque. Une discussion sur un éventuel changement a d'ailleurs eu lieu la semaine dernière à la Chambre basse du Parlement, de nombreux experts venant expliquer pourquoi, à leurs yeux, la définition actuelle ne protégeait pas efficacement les femmes contre les violences sexuelles. Selon différentes études, environ 12 000 viols sont commis chaque année en République tchèque. Cependant, la police ne traite que 600 cas signalés par an, soit seulement 5% en tout. Pour mieux prendre conscience de la réalité de ce constat accablant, il faut imaginer que tous les jours, 34 personnes, en majorité des femmes, sont victimes de viols en République tchèque, mais seuls 1 ou 2 cas arrivent jusque dans les mains de la police. D'après l'association Consent, une femme sur 10 et un homme sur 30 sont victimes de viols en République tchèque. Dans la foulée du mouvement MeToo qui a difficilement pris racine en Tchéquie, de nombreuses personnes, des femmes notamment, ont décidé d'appeler à une redéfinition du cadre juridique du viol. Selon le système juridique actuellement en vigueur dans le pays, les rapports sexuels non consensuels ne sont considérés comme un crime que s'il est prouvé qu'ils ont eu lieu sous la menace ou par l'usage de la violence. Selon les experts, une telle définition du viol décourage de nombreuses victimes de se tourner vers la justice. Veronika Ješková de l'association à but non lucratif Profem est l'une des personnes qui demandent une redéfinition du viol, estimant que l'actuel cadre juridique ne protège pas suffisamment les victimes. Tout d'abord, le code pénal tchèque ne prend pas en compte les cas où la victime se trouve dans cette situation définie comme le frozen fright, la peur qui fige, qui est un moment où elle est incapable d'exprimer adéquatement sa volonté ou de se défendre contre l'agresseur. De même, le code pénal ne prend pas non plus en compte les pratiques sexuelles sans le consentement de la victime en l'absence de violence, de menaces de violence ou de menaces d'autres préjudices graves. 13 pays européens, dont l'Allemagne voisine, le Danemark ou la Suède, disposent déjà d'une définition juridique du viol fondée sur le consentement et la campagne tchèque Chce to souhlas cherche depuis un an à faire en sorte que la République tchèque ne soit pas à la traîne en matière de protection des victimes. Cette question de consentement et de redéfinition du viol a redoublé d'acuité après les accusations de violences sexuelles portées l'an dernier contre l'ancien député du Parti conservateur Top 09, Dominic Ferry, ou la récente inculpation de Jan Třemecký, un psychiatre très médiatique poursuivi dans une trentaine de cas de viol et de chantage. Selon Veronika Ješková, le gouvernement de coalition actuel ne serait pas hostile à un tel changement, mais elle souligne également qu'il ne se fera pas du jour au lendemain car il nécessite une discussion approfondie de la part de la communauté professionnelle. Une discussion avec des représentants du pouvoir judiciaire, des facultés de droit et d'autres experts doit avoir lieu pour s'assurer que la redéfinition n'est pas mise en œuvre à la hâte et faite au détriment des victimes. C'est un pas, un changement énorme et je ne pense pas qu'il faille faire cela dans la précipitation. Les associations de défense des victimes de violences sexuelles estiment toutefois que tout changement législatif doit également être accompagné par de profonds changements sociétaux, alors qu'une grande partie de la société tchèque croit encore que la victime est en partie responsable de son viol.
Il est également important de sensibiliser le public au problème du consentement et des violences sexuelles, non seulement les étudiants en droit, mais aussi les étudiants et les élèves des écoles primaires, afin que la confiance dans les questions sexuelles soit ancrée en eux dès le plus jeune âge. Les représentants des organisations de défense des droits de l'homme rappellent également que si la République tchèque est signataire de la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, elle ne l'a toujours pas ratifiée. En novembre 2021, le Parlement européen a appelé le pays à le faire sans délai. Et si le gouvernement de Petr Fiala, composé aussi de partis conservateurs, s'est engagé dans sa déclaration de programme à assurer une meilleure protection des victimes de violences sexuelles et domestiques, il a aussi demandé d'emblée le report de l'examen de la Convention à janvier 2023, suscitant de vives réactions dans le milieu des défenseurs des victimes de violences. Des chercheurs tchèques et ukrainiens ont lancé un projet de datation des églises en bois traditionnelles de l'ouest de l'Ukraine. Même si le projet a été perturbé par la guerre, le traitement des données collectées l'année dernière continue. Au micro de Radio Prague International, Tomáš Kolář de l'université Mendel de Brno explique la particularité de ces lieux de culte et l'utilité des travaux de dendrochronologie. Plus de détails avec Anaïs Rimbaud. Nos recherches ne portent pas uniquement sur les églises en bois, mais également sur d'autres bâtiments construits en bois, tels que des beffrois et des chapelles. Mais la région de la Ruthénie subcarpatique, qui comprend non seulement l'ouest de l'Ukraine, mais également le sud de la Pologne, l'est de la Slovaquie, l'est de la Roumanie, est connue principalement pour ses églises en bois. Construites du XVe au XIXe siècle, il ne s'agit pas uniquement d'églises orthodoxes, mais aussi d'églises grecques catholiques. En collaboration avec des chercheurs ukrainiens, une équipe de l'université Mendel de Brno et de l'Institut de recherche sur le changement climatique de l'Académie des sciences tchèques a concentré ses efforts sur les lieux de culte de l'ouest de l'Ukraine, autour des villes de Užhorod et de Mukachevo, mais également de l'autre côté des Carpates, autour des villes de Drohobych et d'Ivano-Frankivsk. Dans cette région, le nombre d'églises en bois serait de 800, sur les quelques 2000 églises en bois recensées en Ukraine, estime Tomáš Kolář. Il en explique la structure et leur apparence caractéristique. La majorité de ces églises sont des constructions en bois massif empilé, c'est-à-dire qu'elles sont construites à partir de rondins à l'horizontale. Cependant, ces murs en rondins sont lambrissés. Ainsi, de l'extérieur, ce sont des planches que l'on voit. De par leur construction utilisant uniquement le bois, ces églises ont une atmosphère vraiment particulière. L'ambiance y est peu commune, d'autant que leur intérieur est orné de peintures en quantité importante, réalisées à même les murs et souvent très colorées. Les intérieurs de ces églises sont donc très impressionnants. Construites dès la première moitié du XVe siècle, ces églises en bois sont de petits bijoux du patrimoine culturel ukrainien, et elles offrent un exemple exceptionnel d'architecture populaire. À partir du XIXe siècle, cependant, ce sont des églises faites de matériaux plus modernes que l'on a vu apparaître en Ukraine. L'état des églises en bois s'est alors détérioré, et toutes n'ont pas survécu. Après la Première Guerre mondiale, alors que la Ruthénie subcarpatique appartenait à la Tchécoslovaquie, un groupe d'artistes et d'historiens tchèques conscients de la valeur de ces bâtiments a décidé d'en préserver certaines en les démantelant pour les transférer et les reconstruire sur le territoire tchèque. C'est ainsi que la pittoresque église Saint-Michel de Petřín, construite au XVIIIe siècle à Medvedovce, a été, en 1929, relocalisée sur la colline de Petřín à Prague. On précisera en passant qu'un incendie a tristement ravagé l'édifice en octobre 2020 et que sa reconstruction n'a toujours pas commencé. L'an dernier, l'équipe des chercheurs dont fait partie Tomáš Kolář a pu visiter une vingtaine de ces églises en bois restées en Ukraine, et ils ont pu constater qu'elles étaient globalement en bon état. Tomáš Kolář explique le déroulement des travaux des chercheurs. So first, when we come to a church, we
Lorsque nous nous rendons dans une église, nous commençons par la diviser en plusieurs sections, y compris les murs, les plafonds, le toit et le beffroi. Ensuite, il nous faut trouver les derniers cernes de croissance formés avant l'abattage de l'arbre, car c'est là que nous prélevons les échantillons. Dans certains cas, l'écorce est toujours présente. Après, nous prélevons à peu près 5 échantillons pour chacune des sections du bâtiment. Avec cela, nous sommes en mesure de dater la construction de façon très précise, à une année ou même une saison près. Pour obtenir l'échantillon, nous utilisons un forage creux. Grâce à cet outil, nous pouvons obtenir une carotte de 5 mm de diamètre. Nous la transportons ensuite dans notre laboratoire et nous mesurons la largeur des cernes de l'arbre. Nous déterminons ensuite la série de cernes de croissance et la comparons à la chronologie afin de dater la construction. De cette façon, l'équipe de chercheurs tchèques a trouvé que si la majorité des églises analysées dataient du XVIIIe siècle, la plus ancienne d'entre elles remontait au XVIe siècle. Mais quelle est l'application pratique de ces recherches dendrochronologiques? Tomáš Kolář. L'avantage de la datation est que nos collègues ukrainiens connaîtront l'âge des bâtiments et ils pourront éviter leur destruction. Mais cela peut également avoir une utilisation en climatologie. À l'avenir, nous disposerons d'une chronologie suffisamment bonne pour qu'elle puisse être utilisée pour la reconstitution du climat, par exemple. Cela signifie que nous pourrons reconstituer les conditions climatiques du passé dans la région. Si la guerre en Ukraine a bien évidemment perturbé la poursuite des travaux des chercheurs de l'université Mendel et de l'Académie des sciences, qui avaient prévu de se rendre cette année en Ukraine, le projet n'est pas abandonné, car le travail ne s'arrête pas au prélèvement d'échantillons, loin de là. Tomáš Kolář. Nous avons déjà collecté plusieurs centaines d'échantillons que nous devons maintenant traiter. Notre objectif principal est de créer une chronologie du bois et c'est un processus sans fin car il peut toujours être amélioré. Par ailleurs, nous ne sommes pas limités à l'Ukraine occidentale car la dendrochronologie n'est pas limitée par les frontières politiques, heureusement. Nous pouvons donc continuer à prélever des échantillons dans l'est de la Slovaquie ou au nord-est de la Hongrie. D'une certaine manière, notre projet peut donc continuer. Aujourd'hui, dans cette émission, nous vous invitons également au cœur de la vallée de Cristal, comme on appelle cette partie de Bohême du Nord, où se trouvent depuis plusieurs siècles les verreries tchèques les plus connues. Plus précisément, nous vous emmenons à Kunratice u Cvikova, une petite commune de 800 habitants, située au pied des monts de Lužas, où se trouve l'atelier du maître verrier Jiří Pačinek, ainsi qu'une église décorée de 300 objets en cristal qui proviennent de sa verrerie. Reportage Magdalena Hrozinkova. J'avais mon premier atelier dans le village de Lindava, dans une vieille maison de campagne où j'habite et où j'ai fait construire en 2007 un four à verre. Je connaissais plusieurs verriers qui voulaient travailler avec moi. Les affaires marchaient bien, nous avions beaucoup de commandes. Alors j'ai décidé de fonder une verrerie. Ce qui manquait, c'était les locaux. Ces locaux, Jiří Pačinek les a trouvés à Kunratice, un village déserté après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque ses nombreux habitants allemands ont été expulsés de Tchécoslovaquie. Sur les ruines d'une ancienne station de tracteurs et d'écuries, Jiří Pačinek a construit en 2015 la verrerie de sa propre marque Pačinek Glass. Cette entreprise familiale où travaillent une dizaine de verriers dont son frère et son fils collabore avec des artistes, architectes et designers renommés. Les objets en verre fabriqués à Kunratice selon les techniques traditionnelles tchèques de soufflage et de façonnage à la main sont exposés dans les galeries et musées du monde entier et font partie de nombreuses collections privées.
Notre équipe est composée de 17 personnes, dont 6 verriers. Nous avons ici également des fondeurs et des tailleurs, et puis nous tenons un petit restaurant et une boutique, parce que ce lieu est ouvert tous les jours au public. Les gens peuvent visiter notre jardin où sont installés de multiples objets en verre, et aussi notre atelier où nous leur expliquons tout le processus de réalisation de ces pièces en cristal. Je me consacre à ma propre création, mais surtout nous travaillons pour d'autres entreprises et artistes. Là, par exemple, mes collègues créent des feuilles en cristal commandées par un designer. En face de la verrerie se trouve un autre site qui mérite incontestablement le détour. L'église de l'exaltation de la Sainte Croix que l'équipe de Jiří Pačinek aide à sauvegarder. Construite au début du XIXe siècle dans le style classique et proclamée monument culturel en 1965, l'église qui souffre des affres du temps est peu à peu transformée en une galerie d'art. On y trouve en effet plus de 300 objets en verre de différentes formes et couleurs, inspirés de la faune, de la flore ainsi que de motifs sacrés. Désormais, l'église ne sert qu'exceptionnellement à des fins cultuelles, mais elle a retrouvé une seconde vie grâce à sa nouvelle vocation. Le manager de la verrerie, David Sobotka, et le maître verrier Jiří Pačinek racontent la genèse du projet de l'église en cristal, fruit d'une collaboration entre leur entreprise, la paroisse et la mairie de Kunratice. Depuis la verrerie, nous avons tout le temps vu cette église fermée, abandonnée, délabrée. Pendant la pandémie, lorsque l'entreprise a fait face aux graves problèmes financiers, nous avons eu envie de nous occuper de quelque chose de beau et qui nous donne du sens. La première œuvre que nous avons installée dans l'église était ce lustre qui rappelle la couronne d'épines. Quand je l'avais créé, je ne savais pas encore qu'elle allait être exposée ici. Plus tard, j'ai réalisé pour cette église un ange en cristal, des croix en verre et des chandeliers. J'aimerais encore créer une statue de Jésus-Christ, sinon de nombreux objets exposés ici n'ont pas de dimension spirituelle. Je m'inspire de la nature, des arbres, des plantes et d'animaux, des pierres aussi. Je n'ai pas fait d'études d'art, juste un lycée professionnel. Je dis toujours que j'aime simplement le verre et je prends plaisir à faire de cette matière ce qui me plaît. Parmi les œuvres exposées, les visiteurs peuvent également admirer le reliquaire de Sainte Zdislava, une sainte catholique tchèque vénérée dans le pays comme la protectrice des pauvres, des malades et des familles. Elle a vécu au XIIIe siècle, non loin de Kunratice. Morte à l'âge de 35 ans, Zdislava a été enterrée à une dizaine de kilomètres de là, dans la basilique de Jablonec Podještědí. Zdislava a été canonisée en 2005 lors de la visite du pape Jean-Paul II à Olomouc, en Moravie, mais aucune trace de cette sainte tchèque ne se trouvait au Vatican jusqu'à ce que l'atelier de Jiří Pačinek ne réalise un reliquaire en cristal en forme d'ostensoir qui abrite un fragment d'os de Zdislava. À l'automne 2021, les verriers de Kunratice ont eu l'occasion d'offrir en personne ce reliquaire au pape François. Une copie de l'œuvre est exposée dans l'église de Kunratice. C'est la fin de cette émission hebdomadaire préparée par la rédaction française de Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau programme. Bon vent, ahoj!